Il est vraisemblable que la civilisation occidentale aurait totalement basculé dans le néant si un événement de la plus haute importance ne s'était produit avant la chute de Rome. Un événement suffisamment important pour qu'on en fasse le début d'une ère et le point zéro de toutes les dates de l'histoire. L'aventure avait commencé plus d'un millénaire plus tôt sous le règne du pharaon Ramsès II. Un homme, nommé Moïse, pour rassembler les Hébreux qui se trouvaient en esclavage en Égypte et en faire un véritable peuple, avait parlé au nom d'un Dieu unique, Jéhovah, et entraîné à sa suite vers la Palestine les tribus séparées qui avaient vécu jusque-là en nomades. L'événement était d'importance car, pour les tribus d'Israël, ce n'était plus un chef détenant ses pouvoirs d'un Dieu qui allait servir de ciment, mais le Dieu unique lui-même. Mis à part le principe qu'il était unique et détenait à lui seul les pouvoirs de tous les anciens dieux, Jéhovah, qui s'adressait au seul peuple d'Israël, n'apportait pas de changement profond dans la façon de penser des hommes. Il fallut pour cela attendre que naisse au sein de son peuple, en l'an 0 de notre ère, un enfant qui allait s'appeler Jésus et plus tard le Christ. Aimez-vous les uns les autres, comme mon Père et moi-même vous aimons. C'était un langage nouveau qui faisait les hommes égaux entre eux, alors que jusque-là, ils avaient été divisés en classes sociales bien définies. Ce langage parlait d'amour et de charité au lieu de n'invoquer que le respect et la crainte. Il avait aussi de nouveau qu'il s'adressait non pas à un peuple, mais à l'ensemble des hommes, et que son but n'était pas d'asseoir une puissance temporelle, mais de susciter chez les chrétiens une nouvelle façon de vivre. Bienheureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. De telles paroles ne pouvaient laisser indifférents les hommes qui, souffrant de discrimination, rêvaient à plus de justice. Et Jésus eut beau mourir sur la croix comme un brigand, son enseignement eut au fait de se répandre, d'abord en Grèce, puis à Rome, et de là, sur tout le monde civilisé. C'était une bénédiction pour les hommes, car sous les coups des barbares, rien n'aurait subsisté des acquis du passé si la foi chrétienne n'avait pas maintenu dans les monastères et les paroisses le sens de la dignité et de la fraternité. C'était elle, d'ailleurs, qui, leur âge passé, devait dominer tout le Moyen-Âge. On était revenu au temps d'avant la Grèce. Il fallait réinventer la civilisation et tout naturellement, ce soin revenait à l'Église qui, seule, avait subsisté. Peut-on lui reprocher d'avoir abusé de son avantage et d'avoir bâti une civilisation qui dépendait entièrement d'elle? Pour reconstituer les États, il faut que l'autorité des rois vienne du Seigneur. Oh, mais c'est facile. Il faut qu'il soit oint et qu'il reçoive sa couronne des mains de Dieu par l'intermédiaire de l'Église. Ainsi, il sera respecté de la même façon que les pharaons, et s'élever contre son autorité deviendra un sacrilège. Il faut aussi pour cela que la foi domine totalement l'esprit des peuples. Les rois s'y emploieront puisque ce sera la condition essentielle de leur autorité. Et comme avant l'apparition de la pensée grecque, l'activité des hommes fut entièrement dominée par l'idée religieuse. Les intellectuels furent des théologiens qui n'expliquèrent le monde et les hommes que par rapport à Dieu. Les arts s'orientèrent vers la représentation des saints, l'exaltation de leur mérite. Et la grande affaire des hommes fut d'élever d'extraordinaires cathédrales qui prirent généralement des siècles pour être édifiées et qui représentaient la somme des connaissances humaines de l'époque. L'enseignement de l'Église n'était pas toujours suffisant pour faire oublier les mœurs qu'avaient introduites les barbares. Le pillage régnait en maître dans les campagnes. Les veuves et les orphelins qui n'avaient personne pour les défendre étaient les victimes toutes désignées de ceux qui n'avaient aucun scrupule. Il faut les défendre et c'est à nous que ce devoir incombe. Nous nous engagerons sur l'honneur à mettre partout notre épée au service des faibles et des opprimés. Ce fut le début de la chevalerie, qui introduisait une autre façon de vivre dont les racines se situaient dans l'enseignement du Christ, comme la foi religieuse, mais qui accordait un peu plus d'importance à la vie de l'homme.
Alors le chevalier prit son épée tranchante, monta sur son destrier, et après avoir adressé une courte prière à la Vierge Marie, s'élança sus son méchant, dont il pourfendit les crânes. Et les exploits réels ou légendaires des plus connus des chevaliers donnèrent naissance à des récits que contaient les troubadours et les trouvères. Bientôt, ils devinrent la base d'une nouvelle littérature qui échappait à l'emprise de la théologie. Et ce fut grâce à elle que commença à se manifester une pensée profane. Deux faits très importants allaient marquer le Moyen-Âge. L'apparition des premières universités, qui bien que réservées au début à l'enseignement théologique, allait devenir le creuset où les hommes allaient apprendre à penser. Et la grande aventure des croisades. Le tombeau du Christ est aux mains des infidèles. Il faut aller le délivrer. À Jérusalem! À Jérusalem! À Jérusalem! À Jérusalem! Encore une fois, le moteur en était la foi religieuse, et ce fut au nom du Christ que les croisés quittèrent leur père pour aller vers Jérusalem. La découverte de l'Orient qu'on ne connaissait qu'à travers des légendes allait être pour les croisés une fantastique aventure. Ils y apprirent une autre façon de vivre et ils en ramenèrent des merveilles qui étaient appelées à jouer un rôle immense dans l'histoire de la civilisation. Regardez ce que j'ai trouvé chez les infidèles. Qu'est-ce que c'est? Une boussole. Et ça sert à quoi? Regardez, cette aiguille qui tourne dans la boîte, elle indique toujours la même direction. C'est formidable, ça. Grâce à elle, on devrait pouvoir aller tout droit sans jamais se tromper. Mais comment ils ont trouvé ça, les infidèles? Il paraît que ce sont les Chinois qui l'ont inventé. C'est très bien, votre boussole. Mais regardez un peu ça. On dirait du parchemin. Parchemin, c'est du papier. Papier? Oui, ils ont commencé à le faire avec une pâte végétale et maintenant, ils font cette pâte avec de vieux chiffons. Oh, c'est eux qui ont inventé ça? Non, les Chinois. Encore? Et ça sert pour écrire? Bien sûr, comme le parchemin. Mais c'est plus pratique. Et ça, qu'est-ce que vous en dites? Oh, mais t'es pas fou, non? Bravo, chef, bravo! Mais qu'est-ce que c'est? De la poudre. Je parie que ce sont les Chinois qui l'ont inventé. Exactement. Non mais dites-moi, on pourrait s'en servir de ça. Pourquoi faire? Regardez! Quand ça brûle, ça explose. Si on la faisait exploser dans un tube de fonte qui n'aurait qu'une extrémité ouverte, on pourrait s'en servir pour envoyer un boulet sur les ennemis pendant les batailles. Ce serait plus efficace que les catapultes. Oh, misère de misère. Il était dit que les inventions des hommes devraient toujours commencer à leur servir pour s'entretuer. Au lieu d'utiliser la poudre pour leur feu d'artifice, qui aurait pu les réjouir, les hommes l'utilisèrent dans les canons et s'en servirent pour la première fois à la bataille de Crécy en 1346. C'était, paraît-il, une nouvelle étape de la civilisation. Lorsqu'en 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Occident s'était effondré sous les coups des barbares, l'Empire d'Orient, lui, avait subsisté. Et Constantinople, sa capitale, avait continué à connaître une civilisation brillante, même si les luttes intestines, les discussions sans fin et le manque d'une réelle autorité l'avaient empêché de jouer un rôle sur le reste du monde. En 1453, date que l'on retient comme celle de la fin du Moyen-Âge, Constantinople fut prise à son tour par les Turcs. Les artistes qui s'y trouvaient fuirent pour aller chercher refuge à Florence, auprès de Laurent de Médicis, dit le Magnifique, dont la réputation de protecteur des arts avait dépassé les frontières de ses États. Ce fut le début de la Renaissance italienne, qui devait donner le jour à des artistes qui comptent parmi les plus grands de la civilisation, comme Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci. Attention, moi, Michel-Ange, je n'étais pas qu'un peintre. Et si je vous ai laissé les fresques de la chapelle Sixtine, c'est moi aussi qui ai sculpté la Pietà et le Moïse. Sans compter que comme architecte, j'ai dessiné la coupole de Saint-Pierre de Rome. De toute façon, ils étaient tout à la fois peintres, sculpteurs et architectes. Les extraordinaires madones que Raphaël a laissées ne l'ont pas empêché d'être surintendant des édifices du pape Léon X. Broutille, broutille. Moi, Léonard de Vinci... Ah oui, la Joconde. Bah oui, la Joconde. Qui oserait prétendre que ce n'est pas le plus célèbre de tous les tableaux du monde? Et il n'y a pas que la Joconde.
Qui a inventé le char d'assaut? La mitrailleuse? L'hélicoptère? Regardez ces plans. J'avais prévu de donner des ailes à l'homme pour qu'il vole. Et ça a marché? Ah ben ça aurait pu, puisque tout ce que j'ai inventé, vous l'avez réalisé. Oui, je peux le dire sans aucune fausse modestie, j'ai certainement été l'esprit le plus fécond de la Renaissance. Il faut dire que les hommes sortant du Moyen-Âge étaient assoiffés de connaissances et de beauté. Ils s'interrogeaient sur tout ce qui faisait le monde et remettaient en marche la civilisation. Il faut que la France fasse valoir ses droits sur le royaume de Naples. En 1497, le roi Charles VIII avait entrepris dans ce but une expédition en Italie. Ses successeurs, Louis XII et François Ier, devaient l'imiter pour parachever son œuvre, et le résultat le plus concret fut d'attirer à la cour de France les plus grands artistes italiens, parmi lesquels Léonard de Vinci. Ce fut l'époque des châteaux de la Loire, des peintres, des sculpteurs, mais aussi des grands penseurs qui, s'inspirant de la culture grecque, créèrent un nouvel humanisme. L'époque aussi des poètes comme Clément Marot, Joachim du Bellay, Rémi Bello, Ronsard. Je plante en ta faveur cet arbre de Cybèle, ce pain où tes honneurs se liront tous les jours. J'ai gravé sur le tronc nos noms et nos amours qui croîtront à l'envie de l'écorce nouvelle. Les hommes découvraient une autre façon de vivre, bien plus douce que celle du Moyen-Âge. Et l'extraordinaire invention qui devait marquer cette époque et compter parmi les plus importantes de l'histoire de l'homme devait concourir à diffuser plus largement cette nouvelle façon de voir les choses. C'est quand même embêtant de recommencer chaque fois le travail. Depuis quelque temps déjà, on savait reproduire sur le papier un texte que l'on avait préalablement sculpté à l'envers sur un morceau de bois. C'étaient les Chinois, encore une fois, qui, paraît-il, en avaient découvert le principe. Mais pour chaque texte différent, il fallait graver une nouvelle planche. Et si au lieu de graver le texte en entier, on se contentait de sculpter chaque lettre séparément? Et ça nous avancerait à quoi? Il suffirait de les assembler suivant le texte qu'on veut reproduire. Et on pourrait se servir des mêmes lettres autant de fois qu'on le souhaite, sans avoir à les graver à nouveau. Gutenberg venait d'inventer l'imprimerie. Un procédé qui allait bouleverser la vie des hommes en mettant à la portée de tous la culture réservée jusque-là à quelques privilégiés. Après les livres, ce seraient les journaux qui feraient leur apparition. Et l'on serait informé jusque dans les plus lointains villages. Demandez le journal du matin! Demandez le journal du matin! Si durant des siècles la civilisation s'était un peu figée, elle allait avec la Renaissance repartir et s'accélérer. Ce furent d'abord des choses très simples. Oh, cette eau qui coule. Tu n'as pas l'impression qu'on pourrait s'en servir pour faire tourner une roue? En lui plaçant tout autour des palettes de bois, par exemple, l'eau frapperait dessus et la ferait tourner. Mais à quoi ça servirait une roue qui tourne? Réfléchis un peu. En fixant un axe au milieu, il tournerait aussi. Et une roue dentée placée à l'autre extrémité pourrait entraîner une autre roue dentée, n'est-ce pas, qui elle-même... Mais dites, ça pourrait servir pour moudre le grain, par exemple. C'était l'apparition de la mécanique. Oh, bien sûr, une mécanique très simple, qui ne faisait qu'utiliser les forces de la nature, comme l'eau ou le vent. Mais qui pourrait prévoir où ça s'arrêterait? Et si un jour, on ne découvrirait pas d'autres forces? On pouvait en tout cas commencer à y penser. Depuis la plus haute antiquité, les hommes s'étaient servis de l'eau comme voie de communication. Au cours de la préhistoire, ils avaient utilisé des troncs d'arbres qu'ils faisaient avancer en se servant des mains. Puis, ils avaient inventé les rames et les canots, avant d'arriver aux embarcations plus importantes, poussées par le vent et les rameurs. Ces premiers vaisseaux avaient sillonné toutes les mers connues pour le commerce ou pour la guerre. Mais leur utilisation était malaisée, car on ne pouvait se servir des voiles que lorsque le vent soufflait dans la bonne direction, et quand on voulait aller dans une direction opposée, il fallait les plier et faire appel aux rameurs. Vous savez ce que je viens de découvrir? On peut aller contre le vent. Mais oui,
si on manœuvre la voile pour le prendre de côté et avancer en zigzagant. Cela s'appelait louvoyer ou tirer des bordées. Et ça allait permettre de construire des vaisseaux beaucoup plus importants. Il n'aurait plus besoin de rameurs et pourrait s'aventurer bien plus loin qu'on ne l'avait fait jusqu'à présent. L'ère des grands voyages maritimes commençait. Puisque la Terre est ronde, je suis sûr qu'en naviguant vers l'ouest, nous devrions pouvoir atteindre les Indes. Les Indes, c'était le pays merveilleux d'où les caravanes ramenaient les épices qui étaient si nécessaires à la confection des mets. Les atteindre par la mer, ce serait la promesse d'en ramener des cargaisons entières. Et le 12 octobre 1492, Christophe Colomb, croyant aborder aux Indes, découvrait l'Amérique. Les Indes, c'était Vasco de Gama qui devait en ouvrir la route 6 années plus tard. La découverte de pays nouveaux et de civilisations jusque-là insoupçonnées devait donner en quelques années un prodigieux essor aux sciences. Copernic avança le premier que ce n'était pas, comme on le croyait jusque-là, le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du Soleil. Galilée, qui en 1609 avait inventé la première lunette astronomique, se rallia à son opinion. C'est une hérésie que vous enseignez là. Nous vous ordonnons de vous mettre à genoux et d'adjurer devant le Saint-Office ce que vous avez enseigné jusqu'ici. Et pourtant, elle tournait. Mais les esprits encore pétris des croyances du Moyen-Âge ne pouvaient que considérer que comme un danger pour l'ordre et l'autorité des théories qui faisaient table rase de ce qu'on avait enseigné jusque-là. Ils allaient avoir bien des surprises, car le monde bougeait autour d'eux, et des penseurs comme Pascal et Descartes allaient l'ouvrir à une autre vision des choses, en donnant à l'homme une importance qu'il n'avait jamais eue jusque-là. Je pense, donc je suis. Affirmait Descartes, et Pascal lui faisait écho. L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Et ce roseau pensant, à peine sorti du Moyen-Âge, déclenchait un essor intellectuel digne de la civilisation des Grecs. Molière écrivait des pièces qui devaient le rendre immortel. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Racine des tragédies. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une façon. La Fontaine s'inspirait d'Ésope pour raconter des fables qui étaient d'authentiques leçons. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec Et dans un le fromage. sillage, des hommes comme Maître Boileau Renard rendaient à avait l'esprit sa rédigé véritable valeur. à peu près ce langage. L'essor intellectuel ne pouvait qu'entraîner une évolution scientifique. Et tandis que l'on s'intéressait de plus en plus à la connaissance du monde, à la marche des planètes, certains savants... Eh bien, que faites-vous, monsieur Huygens? Je viens de découvrir qu'en faisant exploser de la poudre dans un cylindre, on pouvait s'en servir pour faire fonctionner un piston. C'était le premier moteur à explosion. Mais dans le domaine de l'utilisation des forces nouvelles, la grande révolution, c'était Denis Papin qui devait la provoquer. Regardez. Lorsque l'eau bout dans un récipient, la vapeur qu'elle dégage soulève le couvercle. Il suffirait de se servir de cette force pour actionner un piston. On avait découvert la machine à vapeur. La machine à vapeur qui allait transformer le monde, faire rouler les locomotives. Et même, en 1770, une première voiture automobile, le Fardier, qui roulait à 4 km à l'heure. C'était à pas de géant que la science avançait maintenant. On utilisait le coq en sidérurgie. On fabriquait des métiers à tisser automatiques. L'abbé Nollet puis Volta découvraient les premiers principes de l'électricité. Et la façon de vivre des hommes évoluait à une vitesse prodigieuse. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est mettre en chantier une encyclopédie qui recenserait toutes les connaissances humaines. Et qui nous permettrait, en partant de ces connaissances, de bâtir une philosophie qui ferait table rase des anciens principes. Il faut dire que si le monde avait changé, les principes qui régissaient les hommes restaient les mêmes. L'enseignement religieux n'avait pas évolué.
La société restait structurée comme par le passé avec les puissants et les faibles, ceux auxquels la naissance donnait la richesse et ceux qui, parce qu'ils étaient obscurs, étaient considérés comme des êtres inférieurs. C'était en grande partie la religion qui, comme au temps des pharaons, servait de ciment à cette société héritée du Moyen-Âge. Mais tout ce qu'on avait appris sur l'homme, sur son corps, sur son intelligence, prouvait qu'ils étaient tous égaux. Et l'encyclopédie, dirigée par d'Alembert et Diderot, devint par les hommes qui y travaillèrent, des hommes comme Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Buffon, une œuvre gigantesque qui définissait pour l'avenir un monde obéissant à d'autres lois que celles en vigueur jusque-là, une autre philosophie, une autre façon de voir les hommes. Elle mettait en cause les principes établis. Et les idées qu'elle exprimait en s'adressant grâce à l'imprimerie au plus grand nombre allaient ouvrir la porte à un des plus grands événements de la civilisation, la Révolution française. Les idées des encyclopédistes descendaient dans la rue. C'était la fin des privilèges, le règne de la raison. Et en août 1789, l'Assemblée des représentants du peuple, constituée pour établir un nouvel ordre, proclamait la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales C'était une nouvelle ère qui commençait, une nouvelle marche en avant. Les hommes allaient bâtir de nouvelles sociétés, inventer, découvrir des forces nouvelles, marcher sur la Lune, explorer les planètes du système solaire, expliquer la création du monde, l'origine de la vie, parler de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais peut-être, au fond, tout ne fait-il que commencer, comme lorsque l'homme de Néandertal découvrait le feu en frottant 2 silex. Et c'est de toi que dépendra la suite de la marche, de toi, héritier du passé, qui a déjà en charge l'avenir de la civilisation.